voilà, j'ai tout à fait conscience d'être dans le désordre. Dans le désordre compte tenu du déroulement que semble prendre ce nouveau, j'en sais rien, ces bandes. Voilà. Il y a le papier pour dessiner et aquareller, il y a le papier pour écrire, et puis il y a un peu le papier pour les bandes. Si je me suis remis à des bandes, en fait, je n'ai jamais vraiment arrêté. Mais j'ai fait ça par... est-ce que je dois dire par élan, par une sorte de pulsion oui, mais enfin, c'est pas venu la première fois que je me suis mis à des bandes. Ça m'avait plus ou moins permis de remonter en arrière avec une liberté par la rapidité de la parole. On écrit beaucoup moins vite qu'on parle. Et aussi de tenir mentalement plusieurs marionnettes de la vie qui se présentent, que l'on rentre et que l'on sort. Mais les choses ont changé beaucoup. Les premières bandes étaient, je crois, vers 1967. Ensuite, il y en eut vers 1983, 4. Maintenant, on se trouve en 1993. Pas loin de 30 ans entre les premières et celles-là. Et je me suis aggravé. C'est-à-dire que ce n'est pas la difficulté plus spécifique et en tous les cas très particulière que je rencontre en ce moment qui a fait que j'ai ressorti ça. Non. C'est vrai que quelque chose de particulier vient de se produire. Bon, ce quelque chose de particulier qui vient de se produire n'est pas plus particulier que les fois précédentes lorsqu'il s'est déjà manifesté. Bon, clair, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en clair, c'est... je me tiens pas à ma table, l'autre table, dans l'autre pièce. Je me tiens pas. Vraiment, je ne vois pas. Mais alors là, ce qu'on pourrait appeler pas du tout voir. Ma main, qu'elle ne soit pas obéissante à mes intentions, comme je lutte contre toute intention que je pourrais chercher à manifester, c'est pas ça. Mais ma main ne répond plus du tout à ce qui lui est tendu, donné de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle ne passe plus très bien en ce moment la vitre. Et si elle la passe, elle casse, alors que habituellement je ne casse pas de vitre pour aller de l'autre côté. Bon, mais on ne peut plus ordinaire ce qui m'arrive. Dire que je m'enfonce un peu plus chaque année, bon, j'ai pas besoin des bandes pour le dire, et je n'ai pas besoin de changer de papier. C'est une affaire tout à fait intérieure que je ne crois pas être nouvelle. Et même si l'envie de déchirer, de casser, de courir intérieurement et de déraper me vient, ce n'est en fait pas plus fort qu'avant. Et
si je deviens encore par moments épouvantablement grossier et puis méchant, je suis surtout méchant envers mon crayon, mes crayons, ma table, le bois, les murs, que c'est une colère qui s'élève. Le feu prend partout, mais il a toujours pris partout. Je suis plutôt en paille qu'en pierre, moi. Alors je ne vois pas... je ne vois pas pourquoi je voudrais marquer avec précision, d'ailleurs en vue de quoi et au bénéfice de qui, c'est nul, c'est nul. Si j'ai envie de déchirer, je peux déchirer sans prendre mes bandes ou en les prenant. Et si d'un coup j'ai pu casser il n'y a pas très longtemps une boîte remplie de crayons, bah, banalement ça va me coûter 100 balles. Et puis si je peux m'arrêter, tant mieux. Et si je continue à casser, bah, ça me coûtera 200 balles. Je ne commets pas un acte très grand. Je devrais plutôt être honteux après. Je crois que ça s'arrête là. Alors, si les bandes reviennent, c'est un peu parce que j'en ai écouté une il y a 15 jours. Et que cette bande-là, je pense qu'il n'est pas possible, elle et les autres, hein, d'entendre ma voix sans que je me rebelle. Seulement, j'ai encore jamais foutu, je peux pas déchirer les cassettes, mais je les ai jamais foutues à la poubelle. Et il y en a 2 ou 3 que j'ai envie de foutre à la poubelle. Mais non, ce n'est pas que j'exprime mieux. Il m'arrive d'écouter un petit peu, là, depuis que j'ai recommencé, j'ai voulu savoir si je donnais pas une sorte de spectacle misérabiliste. Mais j'ai aucun plaisir à m'écouter, je n'ai pas beaucoup de plaisir à revoir des dessins, et je n'ai alors non seulement aucun plaisir, mais un recul complet à lire mes phrases. Ça, c'est un problème que je ne règle pas. Et peut-être que si j'ai repris mes bandes, c'est parce que je ne peux pas reprendre la pile de feuilles barbouillées de phrases que j'ai depuis des années et que j'insiste et continue à remplir et encore une autre chemise et encore une autre chemise. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas les sortir et les lire. Alors, il y a une certaine apparente facilité à prendre des bandes, à les glisser dans l'appareil, ça l'appareil c'est rien. Mais ou bien je dois me réentendre, et ça je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, et écouter des petits morceaux en revenant en arrière pour voir où j'en suis, ça ne m'intéresse pas. Mais le débit de ma voix, et donc de la parole qui se glisse dedans, il est pour moi du ressort beaucoup plus proche du dessin que l'écriture qui n'est pas l'écriture du dessin. Dans l'écriture, d'abord je suis gêné parce que je continue à 70 ans à faire une pile de fautes d'orthographe par feuille. Et ensuite, j'ai rapidement envie de tout détruire. Et j'en ai détruit. Et ce n'est pas mon besoin de conserver pour la conservation que je n'ai pas persisté dans la destruction de toutes ces feuilles, mais c'est parce que je vois là, et j'y verrai si je devais détruire tout ça, j'y verrai alors là très nettement et précisément de la lâcheté, parce que je n'ai pas à les détruire sans les avoir relus. Or, dès que j'ai relu les 10 premières lignes d'un bout de paquet de feuilles, j'ai envie de les détruire. Ah, il faudrait que je détruise les 10 premières lignes si elles ne me conviennent pas.
Mais tant que je n'aurai pas relu les paquets qui s'accumulent, je ne pourrai pas déchirer. Et je serai, à ce moment-là, empêtré dans un regret. Pourquoi je laisse ça dormir dans un coin? Je pourrais tellement les lire et en être débarrassé. Ce n'est pas du tout les lire et étant content de les donner à lire à un autre et qu'après on me dise eh ben, il faut les donner encore à un autre. C'est pas ce que je cherche. Je sais que ce n'est pas bon. Et je sais aussi que les bandes, ce n'est pas bon. Et je le pense sans faire le malin ou vouloir faire croire que je suis détaché de tout ça. Bon nombre de mes dessins me déplaisent totalement. Et ce n'est pas quand je les vois chez un autre, ou qu'un ami veuille m'en prendre un ou deux, ou qu'une galerie dise qu'elle va en montrer une poignée, ce n'est pas ce qui me calmera ni qui me rassurera. Je dois dire que je n'ai peut-être pas été aidé dans ce travail-là, parce qu'il y a du travail qu'on doit faire. Il y a du travail qu'on ne peut pas, que moi je ne peux pas faire. Mais celui de faire face à ce que j'ai fait, enfin, j'ai pas passé plus de 40 ans à faire ce qui a été fait pour dire maintenant, peut-être pas très loin du bout, j'aime pas, mais j'ai conservé, j'ai pas pu détruire, mais dans le fond, ça m'intéresse pas. Non, c'est tout à fait faux. Non. Si j'ai tellement fait, ce n'est que par un grand, grand besoin de connaître ce qui est inconnaissable, rencontrer ce qui ne peut pas être rencontré, et que j'ai eu, par chance, non pas l'aptitude, mais je me suis donné le moyen, même avec ma voix, je me suis donné le moyen. Je ne suis pas né en baragouinant comme ça. Je me suis donné le moyen de cesser de baragouiner et d'exprimer ce qui se présente au fur et à mesure comme des pages ou un rouleau qui se déroulerait à l'intérieur de ma tête et qui vient comme si les choses étaient en place tout en étant de temps en temps désordonné. Le désordre qui se présente, il est voisin du plaisir que l'on peut avoir à marcher dans une rue et à ressentir 10 chocs en 10 mètres. Une femme, un chien, un chat, un journal par terre, un ami qu'on croise. J'aime assez ce désordre qui n'en est pas. Hein. Ça serait du désordre si volontairement on cherchait à brouiller ou si involontairement, n'ayant rien croisé, on veuille tout de même le faire. Ça sera un peu le rien d'aujourd'hui qui nous déplaît tellement. Enfin, qui me déplaît. J'ai dit que il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour mon travail. C'est Klee. Je ne vais pas revenir maintenant dessus, mais je reviendrai, c'est sûr. Je l'ai toujours, non pas dans mes pieds, mais je l'ai toujours en moi. Et dans une partie de moi que je tiens très chaude, je dirais à l'abri. Je veux protéger ce que j'ai de lui. Mais il y a aussi, ce que j'ai pu lire. Il y a ceux et ceux que j'ai pu rencontrer. Dans ce que j'ai pu lire, j'ai une grande chance. D'un côté, Klee, de l'autre, beaucoup autour de Klee aussi, mais aucun n'est arrivé à me faire toucher ce qu'il m'a permis. Et il est le seul à m'avoir permis de toucher à l'intérieur même de mon intimité, et là, timidité ou pas,
ce choc-là, il m'a conduit très bas. J'allais dire très haut, mais je préfère dire il m'a conduit très bas, parce que chez moi, c'est très bas que ça se passe. Je creuse. Il y a aussi les autres que j'ai rencontrés, poètes, écrivains. C'est sûr, j'ai rencontré André Breton, ça a été pour moi... Ça a eu le côté capital que Klee a eu. Et peut-être que c'est devenu plus brûlant parce qu'il n'y a pas eu de suite. J'ai rencontré André, j'ai lu avant de le rencontrer ce qu'il avait écrit. Je les ai lus comme s'adressant à moi, entre autres. Comme Klee, ça s'adressait à moi, entre autres. Et ça a labouré en moi ce qui attendait sous la couche, la couche et la croûte de mon propre sol. Ça attendait. Et je pense que sans la rencontre de Klee et de Breton, il n'y avait pas moyen à ce que... Je ne sais pas comment appeler ça. En dessous de la croûte. Pas sûr que ce soit des graines, hein. Je ne crois pas. Je ne peux pas dire non plus un renouement, parce que ça voudrait dire que j'ai renoué, donc avant il y avait déjà eu un nœud. L'appui d'une main ou d'un pied à l'intérieur de ce monticule que nous devons tous avoir, et où palpite un inconnu que nous avons de plus en plus maintenant en nous. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, c'est absolument affreux ce qui se passe, et que les autres, les anciens, avaient d'instinct. Et donc Klee l'avait d'instinct, et Breton l'avait d'instinct. Ce n'étaient pas des gens qui combinaient, c'était des gens qui étaient portés, et moi, peut-être que d'instinct, j'ai fini par croire que le petit monticule, je pouvais aussi le dégager, le dégager pour me faire. C'est pas facile de parler de ça. Et Klee m'a dit tu peux. Bon, je prête à Klee de tutoyer quelqu'un. Alors je ne crois pas qu'il l'ait fait facilement. Mais Klee m'a dit tu peux. Et je lui demandais en même temps, quand je regardais les images, les premières images qui m'étaient tombées entre les mains, je regardais ça et je m'adressais un peu à lui. Enfin, je disais, est-ce que j'ai le droit, quoi. Je lui demandais, est-ce que vous croyez que j'ai le droit? Et lui, il disait, tu peux. Il n'a jamais fait de grand discours. Alors, par la suite, plus tard, j'ai lu ses lettres, son journal. Ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a rien apporté. L'important, c'était, tu peux. Et que je crois aux moyens extrêmement faibles dont je me savais tristement muni. Oui, je peux. Heureusement pour moi, en même temps que d'accord, je peux, donc je vais. Heureusement pour moi, il y avait la machine à détruire qui m'a toujours interdit alors, de me croire, ce qui est très différent d'avec de croire. Car croire, c'était une nécessité absolue pour moi. Je suis né croyant. Mais je suis né croyant
j'ai prêté la clé de m'avoir dit « tu peux ». J'ai donc cru à cet ordre-là. Il fallait que je sois croyant pour croire à ça, parce que ça m'amenait vraiment très loin et dans le feu. Dans le tu peux que je prête à clé, ce n'est pas le tu peux tout dire, ce n'est pas le tu peux tout faire, c'est le tu peux tout retenir. C'est bien différent. C'est-à-dire qu'il faut faire en retenant. Les grosses machines de délire, je ne connais pas. Je peux même dire que je me méfie. Mis à part ceux qui sont vraiment des délirants, c'est-à-dire le délire étant un dérèglement. Et quand j'ai lu que Breton et Soupeau, mais Breton, pour moi, ça c'est... Les autres sans lui tiennent pas, mais lui sans les autres tient très bien. Breton, faisant le pacte avec le dérèglement des sens, je comprends tout à fait, très profondément. Ça s'adresse même à mon père, à ma mère, à quelques rares amis que j'ai eus. Pas à tout le monde. On peut en faire un jeu, on peut en faire une combine. Et j'ai toujours eu le recul devant toute combine. Je préfère déchirer, alors déchirer, même déchirer un copain, c'est-à-dire ne plus le revoir. Il vaut mieux. La combine, c'est-à-dire le mensonge, c'est-à-dire faire croire, c'est-à-dire se faire croire. C'est donc au bout de tout ça, se croire, non, pas possible. Je ne suis pas ça. Je ne m'estime pas du tout mieux. Par moment, et dans certaines circonstances, le mensonge est très utile. Je ne l'utilise pas. Ou alors pour une babiole. Et encore, il ne faut pas. Et quand dont je suis tombé, 48 aussi, en 48 j'ai rencontré l'œuvre de Clé, enfin un petit livre où étaient reproduites des œuvres de Clé. En 48 aussi, je suis tombé sur Breton. Et pousser à fond la machine jusqu'au dérèglement complet des sens, ça n'est pas devenir zozo, la queue à la main, même tirer dans la foule, j'ai pas aimé ce qu'il avait dit. Même si on peut rentrer dedans et bien décortiquer et ne pas s'arrêter à l'image immédiate qui pourrait être prise comme on sort un flingue et on tire dans la foule. Non, à la rigueur, on sort un flingue et on tire dans la foule. Qui veut vous attaquer? Ou qui veut attaquer quelque chose auquel vous tenez? Mais c'est moral, on ne tire pas dans la foule. Donc ça, je n'ai pas suivi. J'ai compris que, oui. Lâcher tout, ça... Peut-être que je l'ai appliqué. Mais lâcher tout pour de l'amour, mais lâcher tout pour de l'amour du faire. Car moi, j'ai l'amour du faire. Et faire, c'est me mettre totalement en difficulté, malheureux d'être dans cette difficulté, mais puisque j'y suis, j'irai, et j'avancerai. Et par le dérèglement d'une pensée. La mienne n'avait pas besoin d'être tellement déréglée parce qu'elle n'avait pas été enrichie ou appauvrie. Moi, j'avais tendance par moments à croire qu'elle n'avait pas été enrichie comme d'autres l'avaient été, et que ceux-là qui avaient une pensée enrichie faisaient tout pour la détruire et l'appauvrir. Et j'arrivais pas à très très bien m'en sortir au début. Après, j'ai peut-être un peu mieux admis, enfin compris, car un certain appauvrissement naturel n'entraîne pas pour autant des difficultés dans le saisissement de ce qui peut se présenter ou de ce qui vient d'être dégagé. Ça, maintenant, c'est sûr. Pour moi, ça marche, ça. Mais au tout début,
le dérèglement des sens, je l'ai vécu à un point que le dérèglement a entraîné ce que j'ai cru être l'un des points forts de ce qu'il pensait, c'est-à-dire que le dérèglement mène jusqu'à une limite qui n'en est plus une, puisque dérèglement veut dire que les limites sont dépassées, que l'on bascule. J'ai basculé. J'ai basculé, mais j'ai été tellement misérable que je ne pouvais que disparaître dedans ou avoir considéré que c'était une épreuve initiatique. C'est ce que j'ai pensé. Breton, avec qui je n'ai pour ainsi dire jamais parlé. Parce que j'étais en grande difficulté pour parler. Breton s'est écarté de mes pensées parce que je ne pouvais pas rester dans le silence qui s'était installé entre lui et moi, mais je dirais entre lui et tout le reste du monde. Moi, je ne l'ai connu qu'en 1950. Et il n'était peut-être plus tellement dans ce monde. Il a permis à l'homme que j'étais de ne pas laisser se développer, se greffer ce que je voyais se greffer chez les autres autour de nous, qui était à la fois le sarcasme, l'humour. L'humour, c'est... Il ne faut pas que ça devienne une combine, l'humour. Ni un paravent, ça ne marche pas. Ni la dérision. Et je continue toujours, aujourd'hui encore, à fuir là où il y a dérision, sarcasme, sur des problèmes ou des histoires ou des événements qui ne doivent pas être confrontés à ça. On ne peut pas avoir de la dérision envers un être que l'on a aimé. On peut ne plus l'aimer. Eh bien, c'est suffisant, ça. Il y a la place à la souffrance, mais il ne doit pas y avoir de place à la place de la souffrance faite à la dérision. On ne peut pas se moquer. On ne peut pas se jouer. C'est vrai que chez moi, il y a un côté sérieux qui se fracasse de lui-même, parce que je ne peux pas le mener à fond. Au bout de quelques pas, ou de quelques minutes, ou jours, ou semaines même, ça me fait casser. Ouais, ça me fait casser. Je tiens pas la route, là. Mais malgré tout, j'ai eu, en lisant Breton et en lisant Clé, j'appelle lire les images de Clé, recevoir les images de Clé, j'ai eu cette chance, c'est Cécile qui me l'a donné, on peut toujours dire que je l'aurais eu malgré tout, mais ça, je ne peux pas nier que Cécile un jour est arrivée là où nous vivions, justement à Paris, rue Friand. Cécile est arrivée avec des disques, un petit appareil pour les écouter, et qu'elle m'a
initiée à une musique à laquelle elle-même n'était pas préparée. Et en même temps que je les découvrais, elle les découvrait. Mais ma découverte, c'est ça, c'est un vrai problème que j'ai. C'est que si je découvre, je donne tout. Quand j'ai découvert l'encre de Chine, j'ai tout donné. Ça a duré 10 ans. Tout. En 10 ans, j'ai fait une vie. Et puis j'ai découvert le dessin. On pourrait dire le crayon. Je pourrais dire j'ai redécouvert le crayon, mais je l'avais si peu utilisé avant et si mal après l'encre de Chine que quand j'ai repris le crayon, en fait, je ne l'ai pas encore lâché. Ça va faire 30 ans que je suis dans le crayon. Je reviens à l'encre de Chine, je fais... Mais le crayon, je ne pourrais plus le lâcher, même si je cache des boîtes de crayons. Si je prends, je ne lâche pas. Ah, ça, c'est ni qualifié, ni qualité, ni défaut. C'est moi. C'est moi qui ne pouvais pas quand j'étais enfant. Je reviens, mais oui, je peux revenir en arrière. Quand j'étais enfant, mon père ramenait de là où il travaillait soit des petites chutes de bois pour faire du feu, soit du copeau pour allumer le feu, soit des outils dont il se servirait, alors il les avait fauchés, soit des morceaux de cuir pour faire les ressemblages, des godasses de ma mère, de mes godasses, etc. Cuir de courroie. C'était moins bon que du vrai cuir très dur, parce que c'était un cuir souple, un peu gras. Ça nous faisait glisser d'ailleurs quand le trottoir était humide. Mais... Et puis il a ramené aussi des papiers, des plans, et un jour, effectivement, il est revenu à la cave. Et je l'entendais de loin. Il passait par les garages. Il y avait des garages à l'arrière de cette maison-là. Et il sifflait. Et ça, c'était pour moi. Et je savais que c'était mon père. Et j'étais heureux que mon père fasse le signal pour moi. Et quelquefois, ma mère n'était pas là. Et une fois, elle n'était pas là. Ma grand-mère n'était pas là. Il était peut-être 6h, 6h30. Il a posé sa musette par terre. Puis il m'a dit, sors le seau, et puis mets tous les papiers qui sont dedans dans le seau. Alors, j'ai sorti les papiers qui étaient dans la musette. C'était très tassé, certains étaient pliés, d'autres étaient en boule. Et au bout d'un petit moment, en ayant mis déjà pas mal dans le seau, ceux qui étaient pliés, j'ai voulu déplier. Alors lui, il était assis, il venait de se rouler une cigarette, et puis il buvait son petit verre de vin. Et je les regardais. Elle me dit, mais tu peux les déplier, vas-y. C'est des bleus. Alors c'est des bleus. Les bleus, je savais que les bleus, c'était la tenue de travail. Mon père portait des bleus. Moi, je porterais des bleus plus tard. Des papiers qu'on appelle des bleus, bon, je n'étais pas trop curieux, mais enfin, j'ai déplié. C'est vrai, c'était bleu. D'un côté, bleu roi, bleu vif, et de l'autre, un bleu gris très tendre, très doux. Sur le bleu vif, il y avait des marques blanches. Sur le côté et à l'arrière, gris-blanc, rien, des moirures, des marbrures, presque comme des brûlures. Alors mon père, il m'a dit, tu sais pas ce que c'est? Non. J'avais 5 ans. Il me dit, on dit que ça s'appelle des bleus parce que les ouvriers, ceux qui font les pièces, mon père ne faisait pas les pièces, il n'était pas ouvrier professionnel. Les ouvriers, on leur distribue une fois par semaine, tous les lundis, le travail de la semaine, et on leur distribue les bleus. Les bleus, c'est ça, c'est un plan, c'est des plans. Tel bleu, l'ouvrier, il a à aller chercher sa ferraille, à le mettre sur le tour ou sur la fraise.
dans les taux de son établi, et il a à l'usiner. Tu vois, il a à fabriquer une pièce. Et il suit pour ça un bleu, un plan. Mais comme il y a plusieurs pièces à faire, lui, il va les faire, il va en faire 10 de pièces, mais il y en avait 100 à faire. Alors il y a 10 ouvriers qui font chacun 10 pièces. Ça va plus vite que si c'était un seul bonhomme qui fasse. Et puis après, on ramasse les bleus, ou on les chiffonne, on les fout dans une caisse, puis on les jette. Puis moi, j'en ai pris, puis j'ai dit, bah, tiens, je vais m'en servir pour allumer le feu. Alors voilà ce que c'est. Alors je l'avais bien développé à plat sur le ciment, sur le sol de la cave. Et bien mis à plat, un peu plissé. C'était très doux, on aurait dit un peu un côté velouté. Un papier qui craquait. Enfin, plus tard, j'ai cru que c'était un peu de la famille des papiers calques, ça. Mais ça passait dans une machine, sous la lumière de la lampe à arc, et ça projetait un plan, une matrice originelle, qui, c'était le début de la photocopie, mais enfin, ça n'en était pas, mais c'était ça. C'était le principe. Alors, j'avais ça sous mes yeux, du côté bleu vif, bleu roi. Hein. Alors j'en ai sorti une autre, puis je l'ai mise à côté. Bon, et puis je m'apprêtais à ramasser tout ça, puis les glisser dans le seau. Quand mon père m'a dit, ben, tu vois, il y a des chiffres aussi. Alors j'ai bien regardé, c'est vrai, il y avait des chiffres en blanc, 24, 0, 32, enfin, etc. Avec des petites flèches, avec des chiffres sur les petites flèches. Et puis des traits plus épais qui étaient, me dit mon père à ce moment-là, ça c'est la pièce. Le trait le plus épais, c'est la pièce. Et puis là où tu vois qu'il y a comme ça des tas de petits traits les uns côté des autres, c'est ce qu'on appelle des hachures. Et bien les hachures, c'est là que l'ouvrier il va creuser avec son outil, avec sa machine-outil. Il va retirer tout ce qui est hachure en regardant bien les pièces. Je ne comprenais rien. Alors je n'ai pas dit je comprends rien, mais j'avais un peu envie qu'il s'arrête. Et je ne suis pas sûr que j'avais déjà tout compris, mais je croyais comprendre que mon père, en me disant ça, non, comprenait pas beaucoup plus que moi. Il avait un avantage sur moi, c'est qu'il savait qu'il y avait des flèches, qu'il y avait des chiffres et que ça donnait en quelque sorte des cotes, et que les cotes, c'était là où il fallait creuser pour amener la pièce au format et au gabarit qu'on lui avait tracé. Mais c'est tout. Il ne savait pas plus. Est-ce qu'il a senti ça et que piqué au vif, il a voulu me piquer à mon tour? Il m'a dit, bah tiens, voilà un crayon, si tu veux, tu fais un dessin. Non, je n'avais pas envie de faire un dessin, surtout pas devant mon père. Mais si, tu fais un dessin. Avec le crayon là, tu vas de là à là. Allez, tu tires un trait. Clac, comme si tu faisais une pièce toi aussi. Ça m'emmerdait royalement. Mais je ne pouvais pas désobéir à mon père comme ça, parce que ça, c'était pas grave, enfin. Alors j'ai tiré un trait, 2 traits, 3 traits. Mon père me voyait faire, et au bout d'un moment, il s'est joint à moi. Et avec un autre crayon, on traçait tous les deux en nous frôlant. Moi, je passais sous sa main. C'était devenu comme un jeu. Et la feuille de papier est devenue très, très, très zébrée. Enfin, je faisais n'importe quoi. Mais lui m'a dit, si tu regardes bien là, tu vois pas ce qu'on dirait. Et j'ai regardé, et j'ai vu que c'était tout rayé. Et lui m'a dit non, on dirait un bateau là sur la mer, regarde. Et l'enchevêtrement de nos lignes avait effectivement créé une silhouette de navire avec ses mâts, ses câbles, qui était très, très émouvant pour moi, mais aussi très troublant. J'étais, pour la première fois, confronté sans doute au hasard qui fait surgir
des possibilités. Là, une image. Et mon père pouvait encore, comme moi, voir. Il avait même vu mieux que moi, puisqu'il m'avait montré le bateau. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, toi, tu as déjà fait des bateaux? Moi, je ne savais pas ce que c'était que de faire un dessin. J'avais 5 ans, je savais ce que c'était comme ça, avec de la craie, avec... Et mon père m'a dit à ce moment-là, oui, j'ai fait il y a longtemps, quand j'étais petit. J'ai travaillé, je préparais des couleurs avec de la chaux dans une église pendant la guerre de 14. Et j'aimais beaucoup faire ça. C'était avec un curé. Les fresques, les peintures avaient été sur les murs, abîmées par les bombardements. Et comme j'avais plus ni mon père ni ma mère avec moi, il m'avait pris. Et c'était notre occupation, notre travail pendant des mois. Ça n'était certainement pas une restauration, mais c'était rabibocher un petit peu ce qui tombait, ce qui s'effritait. Et c'était la première fois que mon père me disait qu'il avait fait de la peinture comme ça. Il m'avait déjà offert quelques petits godets de peinture. Et devant moi, il a pris le bleu qui suivait, qui était moins plissé que les autres, et avec le crayon qu'il m'avait prêté, il s'est mis sur la table. Il m'a dit, mets-toi devant, assieds-toi, regarde-moi, croise tes bras sur la table, puis regarde-moi comme si je te racontais une histoire, mais tu bouges pas. Je vais essayer de te dessiner. Et c'était plus fort que moi, je ne regardais pas la tête de mon père, je regardais les mains de mon père, et Tintin, il me disait, relève les yeux. Et au bout d'un moment, qui pour moi, je crois, était très très court, mon père m'a dit, ça y est, je te tiens, tu es là. Et il m'a fait passer la feuille, il m'a dit, regarde, qu'est-ce que tu crois? Comme je n'avais jamais vu de dessin de ma tête, je n'ai pas pu me reconnaître. Je disais, c'est ça mes yeux. Oui, oui, c'est ça tes yeux. Et puis ta petite bouche, c'est ça. Peut-être que les oreilles, je les ai pas assez... T'as des oreilles décollées, alors j'ai voulu un petit peu les rabattre, alors ça change. Mais si tu mets tes deux mains et que tu regardes, tu verras les yeux, le nez, la bouche, le menton, c'est ta tête. Alors j'ai mis mes deux mains, et c'était pas ma tête. Je me reconnaissais pas. Alors va te voir dans la glace. Je suis allé me voir dans la glace. Non, je me voyais pas du tout comme ça. Tard le soir, quand ma mère est rentrée, je lui ai montré, je lui ai dit, il a fait ma tête. Et ma mère a dit, on va le garder. C'est toi. Il n'y a que les oreilles, c'est pas toi. Il n'a pas voulu. Il n'aime pas tes oreilles qui sont décollées. Mais sinon, c'est toi. C'est vraiment toi. J'ai repris le papier, j'ai regardé. J'ai dit, c'est les oreilles. Alors pourquoi on les ferait pas comme elles sont? Bah, il faudrait qu'elles soient un petit peu plus sur le côté, comme un papillon. Mon père était toujours là. Je lui ai dit, pourquoi tu ferais pas alors là les oreilles? Une autre fois, je te ferai les oreilles une autre fois. Mais si ça se trouve, maintenant tes oreilles, elles vont devenir bien. J'ai fait le dessin, c'est peut-être ça. Tu vas avoir des oreilles normales. Ça serait ça si tu n'avais pas tes oreilles décollées. Alors il faut que tu deviennes ça. Alors je riais, puis j'ai dit à mon père et à ma mère, vous croyez que si on fait un dessin, on aura peut-être ce que le dessin a dit?
Alors ma mère, elle avait bien compris. Mon père, il a fait comme s'il ne comprenait pas. Peut-être qu'il n'avait pas bien compris. Il m'a dit, tu veux dire que si on fait un bateau, on aura un jour un bateau? Non, ça, le bateau, on n'en aura jamais. Alors qu'est-ce que tu voudrais faire? Je sais pas. Tu voudrais faire une maison pour pouvoir aller vivre dans ta maison? Non. J'ai dit non. T'es bien ici? Moi, je suis bien. Ma mère a dit, ah bah, si on faisait une maison et que rien qu'en faisant une maison, on avait la maison le lendemain ou la maison dans un an, même plus, dans 5 ans, j'attendrai bien 5 ans pour quitter cette sale boîte. Non, mais on va pas faire une maison, il faudrait qu'on fasse autre chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Alors moi, mon idée, ça a été, on fait un chien. Alors mon père a dit, on peut faire un chien. Oui, mais un chien, j'aurai pas un chien demain. Ah, tu sais pas. Alors on fait un chat. Alors on fait un chat. Oui, mais j'aurai pas un chat demain. Ah, bah, si tu dis tout le temps comme ça, c'est pas la peine de faire alors. Il faut faire et croire. Il faut vraiment croire si on fait quelque chose. Et ma mère, elle a lancé à mon père par-dessus la table. Et toi, quand tu es à l'usine, tu crois? Oui, mais l'usine, c'est pas pareil. Oui, mais il y a des fois où, quand tu fais quelque chose à l'usine, tu crois? Ils m'en donnent pas tellement l'occasion. Alors ça, je voulais le savoir. Quand est-ce que c'est que tu fais quelque chose où tu crois? Ça, c'est peut-être quand je vais à la pêche. Là, je crois que je vais prendre un poisson.